Voilà, une petite vidéo qui vient en appui d'un texte que j'ai écrit et qui a été publié dans la revue du journal L'Humanité qui s'appelle Travailler au futur, un texte qui s'appelle L'école, le travail et la liberté. Dans ce texte-là, je me suis appuyé sur les travaux de Bruno Trentin, hein, dans lesquels il essaie de remettre au centre des préoccupations politiques, syndicales ou sociétales la question de la liberté dans le travail. Hein, c'est-à-dire cette liberté offerte aux travailleurs de pouvoir faire les arbitrages nécessaires sur l'exécution de leurs tâches et mieux encore de pouvoir délibérer collectivement, hein, de ce qui est ou pas du bon travail au regard de l'histoire de leur métier. Et donc, Bruno Trentin, il montre très bien, par exemple, dans La Cité du Travail ou dans Le Travail et la Liberté, que s'il y a eu de nombreuses conquêtes sociales au cours du XXe siècle, notamment dans les pays occidentaux, ce sont des conquêtes sociales pour les citoyens, vers plus de démocratie, vers plus de liberté, mais pas forcément pour les travailleurs. Hein. C'est une forme de progrès qui se sont arrêtés à la porte des entreprises, ou à la porte des usines, ou à la porte de l'éducation nationale. Voilà, le fait que les citoyens aient plus de liberté dans leur vie de tous les jours n'est pas forcément synonyme du fait qu'ils aient plus de liberté dans l'exercice de leur travail, donc plus de liberté dans le travail. Alors oui, c'est un texte qui a été écrit après l'assassinat d'un de mes collègues, Samuel Paty, un enseignant, dans l'histoire géo, parce que justement, à partir de ce moment-là, au moment des hommages qui ont été faits, euh, la question de la liberté a été beaucoup débattue, discutée par les commentateurs. Je veux dire par là que le président, le ministre de l'Éducation nationale, l'ensemble de la classe politique, en fait, hein, les médias, les commentateurs, etc., n'arrêtent pas de parler de liberté, liberté, liberté. Essentiellement pris par cette petite focale qu'est la liberté d'expression, importante, hein, évidemment, au travers de est-ce qu'on peut caricaturer, pas caricaturer, dire ce qu'on veut, pas dire ce qu'on veut, etc. Ce sont des questions éminemment importantes, mais moi, ce que j'ai souhaité, c'est que du coup, profiter du fait que, vu qu'on interroge les liens qu'il y a entre l'école et la liberté, en profiter pour se demander, mais du coup, de quel type de liberté jouissent les enseignants lorsqu'ils sont au travail? Sont-ils vraiment libres dans leur travail, au sens où l'exprime justement Bruno Trentin? Alors, l'histoire de l'école en France, elle est intrinsèquement liée avec cette notion de liberté, hein. Une école qui s'est construite contre le dogme, contre les obscurantismes, etc., a pour ambition de faire apprendre aux enfants des savoirs qui vont leur permettre de faire des jugements plus éclairés et donc de s'émanciper, donc d'être plus libres. Moi, je vois la liberté comme un des buts pour l'enseignant en tant que travailleur, hein, un des buts de son activité, c'est de permettre à l'élève de devenir libre. Mais déjà, cette liberté-là, on voit qu'elle est de plus en plus difficile à mettre en œuvre parce que les moyens qui sont alloués aux enseignants pour pouvoir atteindre ce but-là sont de plus en plus restreints. Je pense par exemple au 2S2C, donc la menace qui a plané cet été sur les disciplines comme le PS ou les arts plastiques ou la musique, alors même qu'on sait que ce sont des lieux particulièrement importants dans l'enseignement du vivre ensemble, de l'émancipation du citoyen, etc. Autre exemple, le MC dont on parle, dont il est question, notamment suite à l'assassinat de Samuel Paty, on a beaucoup parlé de ces fameux cours de MC dans lesquels les enseignants font des leçons sur la liberté d'expression, etc., etc. Il se trouve que depuis la création de cette discipline, elle n'a cessé d'être rognées en termes de moyens, hein, et aujourd'hui, dans les collèges, dans les lycées, les enseignants ont de plus en plus de mal à dédoubler leur groupe classe parce qu'il n'y a pas assez d'heures, il n'y a pas assez de moyens alloués pour pouvoir enseigner correctement cette discipline. Donc on voit bien que même si on prend la liberté, d'abord dans un premier temps, comme but pour l'enseignant travailleur dans l'exécution de sa tâche, il y a déjà des obstacles qui sont ceux du manque de moyens pour l'école. Autre thème qui nous permettrait de parler de cette question de la liberté au travers de l'analyse que l'on peut faire du système éducatif, du système scolaire, hein, c'est la liberté pédagogique. La fameuse liberté pédagogique qui existe depuis l'école de Jules Ferry, hein, qui a eu beau être beaucoup critiquée, elle n'a jamais été vraiment retirée des textes officiels, en tout cas je ne crois pas. Et je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais il faut savoir que ça peut être une liberté en trompe-l'œil. Pour le résumer, je vais d'abord m'appuyer sur les propos de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Dans le journal du dimanche, d'abord il dit, la liberté pédagogique, ce n'est pas l'anarchie pédagogique, ok. Et puis il continue en disant, il est plus sécurisant, donc pour l'enseignant, hein, d'avancer à la lumière de ce que l'institution définit.
Et là, tout est dit en fait, hein. Ça trahit un petit peu l'arnaque de cette liberté au travail, qui pourrait se résumer de cette manière-là. C'est une forme de liberté, c'est le concepteur de la tâche, je sais pas moi, le patron, l'administration, le ministre de l'Éducation nationale et son parterre de conseils scientifiques pourrait dire, voilà, je vous dis ce qu'il y a à faire, je vous dis comment il faut le faire, et libre à vous d'atteindre l'objectif que j'ai fixé. Sous-entendu, quelles que soient vos conditions de travail. C'est une liberté faussée qui a été dénoncée notamment par Daniel Linhart, qui montre comment un patron, une administration peut établir les critères de qualité du travail et ensuite miser sur la liberté, mais aussi miser sur l'énergie, sur les savoirs d'expérience, sur la santé parfois du travailleur pour pouvoir exécuter cette tâche. Donc un travailleur qui se croit libre, en fait, mais qui en réalité est de plus en plus éloigné des lieux où l'on conçoit la tâche. Et c'est le cas des professeurs des écoles et du secondaire aussi depuis quelques années. Alors il semblerait, on ne peut que l'acquiescer, que les ennemis extérieurs de la liberté à l'école, c'est Daesh, les fondamentalistes religieux, etc., ceux qui terrorisent ou ceux qui ont fait retirer les ABC de l'égalité, etc., qui mettent la pression sur l'école et qui entravent la fameuse liberté. Et donc, ce sont des ennemis extérieurs de la liberté à l'école. Maintenant, la question que je veux poser, c'est qui sont les ennemis intérieurs de l'école, c'est-à-dire qui entravent la liberté, et notamment la liberté des enseignants dans l'exercice de la tâche, donc leur liberté dans le travail à l'école. Et là, il faut aller regarder plutôt du côté des nouvelles règles du management public, c'est-à-dire ces nouvelles règles importées du privé et qui sont les nouvelles manières d'organiser le travail des enseignants en les privant chaque jour un peu plus de leur liberté dans le travail. Alors de tout ça, j'en ai déjà abondamment parlé dans d'autres vidéos, dans d'autres textes, et pas que moi. De nombreux commentateurs, chercheurs en sociologie, en sciences de l'éducation, en analyse du travail, ont montré, si vous voulez, les dégâts qu'a fait le nouveau management public à la Poste, à France Télécom, dans les hôpitaux, et par ces nouvelles réformes. Et aujourd'hui, dans l'éducation nationale, d'aujourd'hui, depuis quelques années, dans l'éducation nationale, ces nouvelles règles de fonctionnement entravent la liberté du travailleur dans sa tâche. Okay, donc, entrave la capacité du travailleur à pouvoir délibérer collectivement avec ses collègues au regard de l'histoire de son métier, des règles du bon travail, de la qualité du travail, de ce qui est bien à faire, de ce qui n'est pas bien à faire, de comment on le fait, des outils avec lesquels on exécute sa tâche. Et c'est cette liberté-là qui est importante pour moi. Et si aujourd'hui le débat porte sur la liberté à l'école, alors je pense qu'il faut qu'on mette absolument cette notion-là de la liberté dans le travail au regard, donc j'engage encore une fois à lire les écrits de Bruno Trentin, notamment sur la question, mais de plein d'autres, hein, évidemment, d'Yves Clos, Daniel Linhart, j'en ai parlé, sur cette question de la liberté dans le travail, parce qu'elle est fondamentale et que si on veut choyer les enseignants, eh ben alors il faut leur permettre d'avoir plus de liberté dans leur travail, de pouvoir avoir des espaces-temps où il peut y avoir cette délibération dynamique entre les pairs, entre les travailleurs, entre les enseignants, entre les professeurs, sur la qualité du travail, sur les critères de qualité du travail. C'est cette liberté-là qui est importante. Et peut-être, je fais un rêve, hein, que ce terrible assassinat d'un collègue et les débats qu'il y a en ce moment sur la liberté, ça peut être l'occasion pour les forces syndicales, pour les forces politiques progressistes, de remettre au centre du jeu cette question de liberté dans le travail parce qu'elle est fondamentale. Et parce qu'on peut se demander, aujourd'hui, un travailleur, un professeur, qui fait tous les jours, toute la journée, l'expérience, l'exercice de la subordination à une tâche prescrite à laquelle il n'a pas participé, à l'élaboration de cette tâche. Il fait tous les jours l'expérience d'une subordination, mais du coup, quelle liberté il a, comment il peut défendre la liberté et comment il peut l'enseigner. Voilà, c'est cette question-là que je voulais poser dans ce texte, donc, qui a été publié dans la revue Travailler au futur et qui s'appelle l'école, le travail et la liberté. Voilà, merci.